bonsoir à tous. À la une de ce journal, Medline Medical Cameroun se noie dans les méandres d'un scandale financier épinglé dans une nébuleuse de surfacturation de 15 milliards de francs CFA. L'entreprise se justifie en affirmant qu'elle a mobilisé ses propres ressources pour l'achat des tests Covid, des kits de dépistage afin de soutenir le Cameroun au plus fort de la crise. Des arguments publiés dans un communiqué et battus en brèche sur la base des nouvelles enquêtes menées par Equinox Télévision, enquêtes révélant des zones d'ombre, des incohérences et même des documents falsifiés pour obtenir une telle surfacturation qui est un préjudice financier pour l'État du Cameroun. Enquête à suivre en ouverture de ce journal. Après l'arrivée de la junte militaire au Tchad, le Conseil militaire de transition est appelé à organiser dans l'urgence un dialogue national inclusif et des élections dans les plus brefs délais. Malgré le coup de force jugé anticonstitutionnel au Tchad, les chefs d'État réunis au sein d'un sommet extraordinaire de la CEAC appellent la communauté internationale à soutenir le Tchad sur le plan technique et financier. Vous les écouterez dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une nébuleuse de surfacturation de 15 milliards de francs CFA révélée dans le rapport d'étape de la Chambre des comptes, épinglant l'entreprise Medline Medical Cameroun qui a bénéficié de plus importants marchés pour la livraison et la fourniture des tests de dépistage au plus fort de la crise sanitaire. Épinglée et éclaboussée dans ce scandale financier, l'entreprise a publié un communiqué. Dans le document, elle indique qu'elle a mobilisé elle-même ses propres ressources financières pour soutenir le gouvernement camerounais au plus fort de la crise. Cependant, elle ne dit rien sur les surfacturations évoquées dans le rapport d'étape. Que s'est-il réellement passé? Quels sont les mécanismes et les manigances mises en œuvre pour arriver à une telle surfacturation? Élément de réponse dans cette enquête signée Jean-Paul Chouniat. Épinglé dans le rapport Covid-Gate de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun pour délit de surfacturation des commandes publiques dédiées à la lutte contre la pandémie à coronavirus, le prestataire Medline Medical Cameroun SA se bat pour démentir les accusations de détournement de fonds publics à son encontre. Dans son communiqué datant du 1er juin 2021, le président du conseil d'administration de cette entreprise déroule les transactions commerciales et financières menées de concert avec le ministère de la Santé publique. Dans cette opération qui lave, le Sud-Coréen Sang Kim-yu reconnaît que son entreprise a touché le montant de 24 milliards 500 millions de francs CFA. Mais toute honte but, le Coréen réclame encore un impayé de 8 milliards 557 millions de francs, soit 32 milliards 557 millions de francs arrachés de gré à gré sur les 46 milliards de francs CFA de dotation du FMI au ministère de la Santé publique. Or, pour une entité sans le moindre franc CFA sur son compte bancaire depuis sa création en 2017 jusqu'à la signature des premiers contrats en juin 2020. Parcourant mot par mot le communiqué de l'accusé, Medline Medical Cameroun SA esquive la surfacturation querellée qui a dépouillé 15 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. D'après nos investigations dans le sable mouvant du Covid-Gate, 60 à 70 personnes ont été déployées pour tirer au clair toute cette sulfureuse affaire. De sources bien introduites, des esprits véreux au ministère de la Santé publique ont même falsifié la mercuriale arrêté de commun accord avec le ministère du Commerce. Une information confirmée sous anonymat par des collaborateurs du ministre Luc Magloire Mbarga Tangana. Le prix d'un kit de 25 tests Covid fixé à 17 500 francs CFA a plutôt été vendu à ce prix-là à l'unité à l'État du Cameroun pour une surfacturation de 15 milliards de francs CFA spoliés au trésor public sur la commande de 3 millions de tests. Les enquêteurs de la Chambre des comptes peinent donc à comprendre comment le ministère de la Santé publique a marché sur les offres d'autres fournisseurs, facturant le test au prix unitaire de 6 000 francs CFA. Deuxième zone d'ombre, dans les tentatives d'explication à la coréenne de Medline Medical SA, le marché des ambulances.
passé en procédure d'urgence en 2020 au regard des ravages du Covid sur les populations camerounaises. Aucune sirène d'ambulance n'a jusqu'ici retenti devant les services de Manaouda Malachi, après le paiement de 880 millions de francs CFA, révélait déjà la Chambre des comptes dans son rapport d'étape. Facturé à 55 millions de francs CFA l'ambulance par Medilline Medical SA, les cerveaux du ministère de la Santé publique avaient craché sur l'offre d'un concessionnaire camerounais proposant la même ambulance avec les mêmes caractéristiques à 16 millions de francs CFA transport inclus. Dans les eaux contaminées de la Covid-19 aux variants diplomatiques, l'ambassadrice de Corée du Sud au Cameroun, visitant le siège de Medilline Medical Cameroun SA, déclarait que son pays était aux côtés du Cameroun pour l'aider à vaincre le coronavirus. Un partenariat de dupes qui, au final, a fait perdre plus d'une dizaine de milliards de francs CFA au Cameroun. Medilline Medical Cameroun SA croit avoir dit sa part de vérité depuis Séoul. Mais le rapport final de la Chambre des comptes de la Cour suprême reste attendu pour dégager les responsabilités des cadres du ministère de la Santé publique dans le dénouement de ce feuilleton qui n'a pas encore livré tous les secrets du Covid-Gate. Affaire à suivre. Une certaine industrie du divertissement est florissante au Cameroun. Dans les centres urbains et les zones résidentielles, des snacks, discothèques, cabarets et buvettes sont aménagés au grand plaisir des noctambules, mais cela provoque également d'importantes nuisances sonores et augmente le risque d'insécurité. Illustration à Yaoundé, là où est construit un cabaret au lieu dit entrée Koweït City. Ce cabaret essuie les foudres des riverains dénonçant des nuisances sonores de jour en jour. Les promoteurs acculés ont promis d'améliorer l'insonorisation de leur établissement de divertissement. Des précisions avec Joël Essengue et Gizogo. L'artiste et musicienne Lady Ponce, propriétaire du cabaret Planète Ponce au quartier Oza à Yaoundé, a maille à partir avec ses voisins. Ceux-ci se plaignent des nuisances sonores qu'occasionne le cabaret incriminé. C'est tout déterminé qu'ils sont donc descendus dans la rue pour crier leur ras-le-bol. Notre voisine qui a pris ce camp pour faire son cabaret. Mais depuis là, nous ne dormons presque pas. J'ai les enfants à la maison qui n'arrivent même plus à étudier parce qu'à partir de 18h, les bruits vont jusqu'à peut-être 4-5 h du matin. Notre santé vraiment mentale est en jeu. Moi j'ai 67 ans, j'ai besoin de sommeil. Je ne suis pas locataire, je suis propriétaire. Alors mes derniers jours, est-ce que je dois les sacrifier pour les intérêts d'autres personnes? Non. Vraiment il faut qu'on nous aide à vivre pacifiquement et paisiblement chez nous. Selon les plaignants, non seulement il ne leur est plus possible de trouver le sommeil, mais l'insécurité s'ajoute aussi. J'ai été agressée en mars et ce jour-là, quand les bandits sont rentrés chez moi, ils ont d'abord tout porté et quand j'ai essayé de crier, ils m'ont fait savoir que même si tu cries n'importe comment, personne ne va t'entendre. La preuve en est que voilà la musique qui sonne, personne ne peut t'entendre et c'est vrai. Quand je suis dehors, tu ne peux pas, j'ai essayé de crier, ils ont même failli me violer, me tuer même, voilà, j'habite là. J'habite là, et voilà le mur, il faut même pouvoir voir. Bon, vraiment, cette situation est vraiment déplorable. Pour les voisins du cabaret de Lady Ponce, dès le départ, il paraissait certain qu'insonoriser ce lieu allait s'avérer impossible. Et qu'en outre, aujourd'hui, les autorités ne tiennent pas compte de leurs plaintes. Au départ, je l'ai fait comprendre qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle a commencé avec des parfums sans quelque chose, donc ils ne peuvent pas insonoriser. Je leur ai fait comprendre ça. Ils nous ont dit que d'ici le 10, je leur ai dit que chose impossible, à part si vous recassez. Mais là, on est obligé de vivre comme ça pendant combien de temps? Il y a eu le Thalys, il y a eu le complexe Big Boss et nous nous sommes plaints. Les autorités avaient pris le taureau par les cornes et aujourd'hui ça n'existe plus. C'est devenu des laveries. Nous ne sommes pas contre l'évolution. Nous avons pris des dispositions, nous avons écrit. Les gens nous ont tourné en bourrique. Parce que quand nous arrivons chez le sous-préfet, nous sommes en délégation, il refuse de nous recevoir, il dit qu'il reçoit une seule personne. On a compris ce qui s'est passé. Nous sommes au Cameroun. De leur côté, les responsables du cabaret de Lady Ponce parlent de sa bonne foi avec des travaux en cours pour insonoriser cette salle de spectacle. Face à cette situation, Madame la PDG a décidé de contacter une nouvelle équipe qui est en train de travailler sur le cabaret depuis un bout de champ pour remédier à cette situation. Dès maintenant, ça a commencé à diminuer parce que notre équipe travaille. Vous définir le temps concrètement peut causer un souci. Mais les riverains n'en démordent pas.
Ils appellent au respect des normes. Nous voulons qu'ils respectent les normes. Tout se fait à la norme. Je prends ici à Yaoundé, vous avez le caveau. Vous pouvez passer au caveau, vous ne sentirez jamais de bruit. Ça existe depuis, j'avais peut-être 10 ans. Donc tout ce qu'on demande, c'est que justice soit rendue. Parce que dans cette affaire, on sent qu'il y a eu de l'argent qui a circulé, les bœufs ont été mangés et tout. Et aujourd'hui, on se fiche de notre santé. Pour le moins, le litige entre Lady Ponce et ses voisins est donc loin de connaître son épilogue. Restons dans les milieux de la nuit pour évoquer cette nouvelle saisie des liqueurs et vins issus de la contrebande. La scène se déroule à Douala, là où prolifèrent ces liqueurs dans les snack bars et autres discothèques. L'objectif est de lutter contre le commerce illicite, notent les autorités en charge de cette opération. Des précisions avec Innocent Abega, Xavier Foka et Cédric Chouna. Vous voyez, il y a l'océan Cameroun qui sort. Et là, nous avons la bière qui scintille. Par contre, celle-ci, au rayon du violet. Par cette ordonnance, signée du président du tribunal de première instance de Ndokoti, les fonctionnaires du ministère du Commerce sont autorisés à procéder au contrôle de la norme, de la qualité et du prix des boissons et autres liqueurs qui pilulent les débits de boissons, les boîtes de nuit, les snack bars et les caves à Douala. Une licence est donc effectuée. Les vins et liqueurs de plusieurs boîtes de nuit sont passés au peigne fin par les agents du ministère du Commerce, appuyés par les éléments de la brigade anticriminalité du GMU numéro 2. Faisons suite à l'appui que nous avons pu apporter à la délégation régionale du Commerce dans sa mission de vérification de l'authenticité des vignettes et de la qualité des vins et des whisky consommés sur la place publique. Nous les avons appuyés en envoyant une équipe de notre brigade anticriminalité du côté de Angers Raphaël. Les opérations menées sur le terrain ont permis justement de se rendre compte que du vin frelaté et des whisky de mauvaise qualité avec des vignettes pas du tout authentiques étaient en circulation. Plusieurs dizaines de bouteilles de vin et liqueurs très prisées du grand public sont saisies au cours de cette opération pour qualité douteuse. Sous réserve de la présentation des documents, nous procédons d'abord à une saisie réelle des produits incriminés, en attendant que ces derniers apportent des documents justificatifs sur les différents produits, c'est-à-dire les différentes factures d'achat et les différentes certificats de conformité. Cette opération, initiée par le ministère du Commerce et appuyée par la brigade anticriminalité, vise un double objectif. D'une part, lutter contre la vente des produits issus de la contrebande et d'autre part, assainir la capitale économique. Nous saisissons donc cette occasion pour mettre en garde tous ceux qui se livrent à ce commerce illicite, qui mettent à la disposition des usagers des produits de mauvaise qualité, qu'ils nous trouveront sur leur chemin. Nous ne baisserons pas les bras. Nous continuerons notre appui à la délégation régionale du commerce en vue de l'assainissement de ce secteur où la mauvaise qualité semble vouloir faire le lit. Alors que des investigations se poursuivent pour démanteler le réseau des personnes impliquées dans le commerce des produits douteux et frauduleux, le mal tend à prendre de l'ampleur. On a encore en mémoire la découverte il y a quelques jours seulement au quartier Nouvelle à Douala d'une sorte d'usine de fabrication de bière dans son domicile privé. L'ère de la digitalisation souffle sur la Direction générale des impôts, engagée depuis plusieurs années dans une stratégie de modernisation de l'administration fiscale. À l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les agents des impôts, des contribuables, sont formés sur les réformes en cours dans ce secteur, notamment la digitalisation des procédures et les nouvelles modalités de paiement des impôts et taxes. Après l'étape de Fou, la ville d'Ebolova dans le sud a abrité un atelier sur la téléprocédure et la télédéclaration, de nouveaux modes de paiement en ligne via le site internet des services des impôts. Ces nouveaux modes visent à la décongestion des services souvent bondés et les risques de corruption et de monnayage. L'objectif également est de sécuriser
les transactions financières. À cet effet, je vous invite à suivre tour à tour Roger Meillon-Abat, représentant du directeur général des impôts et l'un des agents participant à cet atelier. Aujourd'hui, le contribuable 24 heures sur 24 peut faire sa déclaration et payer ses impôts à partir de son domicile, à partir de son bureau. Même dans sa voiture aujourd'hui, un contribuable est capable d'accomplir ses obligations fiscales qui sont l'obligation de déclaration et l'obligation de paiement. Le gain que l'administration espère, c'est bien évidemment l'élargissement de l'assiette. Parce qu'on a vu que ces procédures qui, à certains moments, tracassières, limitaient un peu, décourageaient un peu les contribuables. Une formation comme celle que nous avons eue aujourd'hui était très attendue parce qu'elle permet de dématérialiser le processus. Il n'y a pas longtemps, nos bureaux étaient bondés de documents, des archives, mais aujourd'hui, à partir d'un clic internet informatique, on peut avoir tous ces archives et on peut aussi mieux les partager. Ça permet en même temps de décongestionner le système pour qu'on puisse gagner en temps. Les contribuables, les usagers, et puissent remplir leurs obligations fiscales, même étant à la maison, en autant qu'il y ait un accès au réseau, que ce soit téléphonique et électrique aussi. Des conflits de succession perturbent le bon fonctionnement des chefferies, notamment dans le département des Bambutos, région de l'Ouest. Au cours d'un récent séjour dans le groupement Babete, le préfet du département de Bambutos a confronté en public 2 personnes qui se disputent un trône. Le film de cette scène rocambolesque, c'est dans ce reportage signé Raphaël Tcheko et Vivien Tonfac. Je suis Etapa François, préfet du département de Bambutos. Toi, tu es qui? Ouais. Je me nomme Saapol. Oui. Héritier de mon père décédé en 1960. Samoïse. Oui. Dit Fondonat. Oui. Sous-chef du village Babete. Je succède mon père décédé en 1991. Oui. Il était chef du village Zenepa. Cette scène n'est pas une représentation théâtrale. Publiquement, le préfet du département des Bambutos confronte ces 2 hommes qui se prévalent du titre d'héritier légitime du trône de la chefferie de 3e décret de Zenepa dans le groupement Babete. Mon père était le chef du village. Et après le truc de 1960, il a été assassiné. Bien sûr que j'étais encore gosse, je ne suis jamais rentré dans mes droits parce que il y a eu un usurpateur. On m'a arrêté. On m'a arrêté après, au vu du testament que mon père avait laissé. Et le chef supérieur Babete, en ce temps, Sa Majesté Soumou Boniface m'avait arrêté et introduit dans le latin. Chacun des prétendants fait valoir ses arguments. La situation est si complexe que le préfet laisse la responsabilité au sous-préfet de Bouddha de se battre avec le chef supérieur et les notables pour trouver une solution. La semaine prochaine, vous rencontrez le chef supérieur. Vous vous asseyez, vous deux, vous prenez les textes, vous prenez les coutumes et vous mettez de l'ordre dans cette chefferie. Loin d'être un cas isolé, ce conflit de succession est une infime illustration d'un phénomène qui a le vent en poupe dans le département des Bambutos. Selon les autorités administratives, au moins 100 chefferies traditionnelles se trouvent dans une situation similaire. Il y a un désordre que je vois dans les Bambutos, ça ne peut pas prospérer avec moi. Il y a beaucoup de chefs qui ont les arrêtés préfectoraux, qui sont partis payer les millions à la préfecture. Ils ont eu des arrêtés, ils n'ont pas de territoire et ils viennent faire le désordre dans les villages. Ça ne passera pas. Au cours de la tournée du préfet à Babete, d'autres entraves au plein épanouissement des populations ont été présentées. C'est des problèmes de route. Il y a quelques routes entamées, mais le plus important reste la difficulté qu'on a à sortir du village lorsqu'il a plu. L'autre problème, c'est les écoles. On a un certain nombre d'écoles qui ont comme point crucial le problème d'effectifs d'enseignants. Le département de Bambutos, vous le savez bien, de par la propension marginale à la production, à la détention, à la consommation du cannabis et d'autres produits psychotropes, font de ce département, n'est-ce pas, un département criminogène
Et c'est donc tout à fait légitime que partout où nous sommes passés, ce phénomène soit le dénominateur commun des différentes doléances qui ont été posées. François Tapa a promis de s'engager à apporter des solutions aux problèmes relevant directement de sa compétence et de transmettre le reste aux sectorielles compétentes. Comment réduire les nouvelles infections au VIH-Sida parmi les adolescentes et les jeunes filles? Le système des Nations Unies, le gouvernement camerounais mise sur une nouvelle initiative baptisée Éducation Plus. L'objectif est de sensibiliser les jeunes filles, promouvoir l'éducation, l'accès à l'information et davantage de sensibilisation sur les mécanismes de prévention du VIH-Sida et également les méthodes de protection contre les infections sexuellement transmissibles. L'élaboration de ce projet a fait l'objet d'un atelier qui a réuni des responsables des différents organismes des Nations Unies au Cameroun et les responsables des différents départements ministériels en charge de l'éducation. Je vous invite à les écouter. Le programme Éducation Plus vise à garder les filles à l'école jusqu'à la fin du cycle secondaire parce que à l'école, les filles sont encadrées, elles apprennent des choses, elles acquièrent des connaissances qui les aident à se protéger de l'infection VIH. Ici au Cameroun, nous avons encore 17 000 nouvelles infections par an. Nous avons constaté que ces infections sont beaucoup parmi les jeunes et surtout parmi les jeunes femmes et les adolescentes. Les jeunes femmes et les filles adolescentes âgées de 15 à 24 ans sont 9 fois plus infectées avec le VIH que les garçons et les hommes du même âge. Donc, c'est inacceptable, il faut faire quelque chose. Alors, Éducation Plus vise de les garder à l'école jusqu'à la fin du secondaire, mais ça aide aussi à prévenir les grossesses précoces, les grossesses non désirées, les mariages précoces. Par ailleurs, on s'attaque aussi aux relations sexuelles intergénérationnelles. De nouveaux visages au Conseil national de la communication. Joseph Tchébonken Kalabouze vient d'être désigné président de l'organe de régulation des médias au Cameroun. Il remplace à ce poste Peter Essoka. Presque tous les autres membres du CNC n'ont pas bénéficié du renouvellement de leur mandat échu. Seul le vice-président du CNC et Guibaï Gatama, directeur de publication de l'Œil du Sahel, siégeront encore au sein de l'organe de régulation. Parmi les 6 nouveaux membres du CNC, il y a Serge Ngando-Tonnet, Michel Mwenjel Ngol et Oumarou Mongolais. Je vous le disais en titre, un sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale s'est tenu au Congo-Brazzaville sous la présidence de Denis Sassou Nguesso. Principal point à l'ordre du jour, l'examen de la situation politique et sécuritaire au Tchad. Des chefs d'État de la CEEAC, contrairement à la CEDEAO, ont appelé la communauté internationale à soutenir sur le plan technique et financier le Tchad dans cette phase de transition. Ils ont également exhorté le Conseil militaire de transition et le Conseil national de transition au Tchad à organiser dans l'urgence un dialogue national inclusif, apaisé et l'organisation des élections générales dans les plus brefs délais. Je vous invite à suivre une attitude du président congolais Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale. À plusieurs occasions, le président Idriss Déby Itno avait dénoncé la situation explosive créée dans le faisan libyen par l'installation de groupes djihadistes de tous bords. À ce sujet, le maréchal du Tchad avait, à maintes reprises, appelé à l'intervention urgente des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la communauté internationale
pour une solution durable à cette crise qui, par ses incidences multiples, minait son pays et déstabilisait l'ensemble des pays du Sahel et bien au-delà de cette région. Nous ne pouvons que regretter la sourde oreille de la communauté internationale face à ces appels et déplorer la dispersion des initiatives dans le dossier libyen, ainsi que le manque de coordination longtemps observé entre acteurs et protagonistes, sans parler des velléités obstinées de marginalisation de l'Afrique. La persistance de ces différents facteurs perpétue un statu quo préjudiciable qui porte aujourd'hui le grave risque d'une partition de la Libye. Cette situation a non seulement accentué la souffrance de nos sœurs et frères libyens. Le président de la République, Paul Biya, et d'autres chefs d'État africains ont signé une tribune dans laquelle ils appellent à un New Deal entre la communauté internationale et l'Afrique, un continent dévasté par les effets économiques de la crise sanitaire. Un New Deal visant à un appel pour plus de financement pour soutenir le secteur privé en Afrique, créer davantage d'emplois après cette vague meurtrière de la pandémie de Covid-19 et son impact négatif sur les économies africaines. Parlons à présent football sur le chemin de la CAN 2022. Faisons escale ce soir en Algérie, un pays sous domination française qui a connu l'exclusion de la pratique du football. Ce sport a pris son essor à la fin du 19e siècle lors de l'arrivée massive des Européens dans 3 colonies, notamment Alger, Oran et Constantine. Immersion dans les débuts du football en Algérie, en Tunisie et au Maroc. C'est dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. De 1894 à 1930, l'Algérie vit une véritable ascension structurelle de son football, avec la création des premiers clubs à Alger, Oran et Constantine, 3 départements français, créés en 1848. L'accroissement incessant de la population, qui classe pour le moment Alger au rang de 4e ville de France, renouvelle constamment les données du problème. Comme toutes les grandes villes d'Algérie, Constantine poursuit un effort de construction qui est en passe de transformer entièrement le visage de l'antique Cirta. Le même effort a porté ses fruits à Oran, où la résorption des bidonvilles est en bonne voie. Cette colonie de peuplement voit débarquer sur le territoire français d'Algérie des centaines de milliers d'Européens en tout début du XXe siècle. Dans leur ADN, 2 passions, le cyclisme et le football. Et d'ailleurs, les premiers stades sont des vélodromes. Et la partie centrale, un grand rectangle vert réservé à la course de 22 bonhommes derrière un ballon de foot. Football de l'Afrique du Nord. En maillot clair, le Sporting Club de Sidi Bel Abbès. En maillot rayé, l'AS Saint-Eugène d'Alger. Le demi-centre d'Alger renvoie. Passe à l'ailier droit, qui fait un long centre en avant. Interception, reprise, dentelle, shoot. Mais le gardien de Sidi Bel Abbès sauve. Sidi Bel Abbès attaque en force et marque son premier but. À Oran, dans l'ouest de l'Algérie, voit le jour en 1897 le club athlétique Liberté d'Oran. Et de là, part le football qui parcourt 97 km pour atteindre en 1900 l'actuelle commune de Mascara, une des villes les plus importantes du nord-ouest algérien. Par la suite, le ballon de foot rebondit à Alger en 1903, Sidi Bel Abbès en 1906 et Constantine en 1918.
Un grand match de football mettait ensuite aux prises à Oran les équipes d'Alger et d'Oran. À la suite d'une jolie série de passes, l'ailier droit Diperi marque le premier but pour Oran. Mais à la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, 2-2. Finalement, les Oranais, plus rapides sur la balle et meilleurs réalisateurs, enlèvent le match par 4 buts à 2. Et il ne reste plus à Tony Arbona qu'à photographier l'équipe d'Alger qui enlève la coupe par 4 buts à 3. À côté de tous ces clubs constitués et tenus exclusivement par des Européens, jusqu'à l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale en 1914, une dizaine de clubs musulmans 100% algériens naissent dès 1918 et s'affilient aux ligues d'Alger, Oran et Constantine. Durant la saison 1923-1924, les trois ligues comptent 99 clubs, dont une vingtaine musulmans, parmi lesquels le mythique Mouloudia Club d'Alger. Du moins, le football algérien en plein essor depuis 1919 devient un véritable vivier de joueurs pour des clubs professionnels français. On pourrait citer les musulmans Ali Benouna d'Orléansville et Abdelkader Ben Bouali, l'Européen de Constantine Alexandre Villeplane, milieu offensif français, né en 1905 en Algérie, sociétaire du Sporting Club de Nîmes et capitaine de l'équipe de France à la première Coupe du Monde de 1930 en Uruguay. Au-delà de l'Algérie, il y a aussi la Tunisie et le Maroc, deux protectorats français où le football se développe au même rythme, avec tout d'abord la création des premiers clubs européens, notamment le Racing Club de Tunis en 1906 et les principaux BT clubs musulmans, l'Espérance sportive de Tunis en 1919 et l'Étoile sportive du Sahel en 1925. Devant 15 000 spectateurs assemblés au stade municipal, la sélection de football d'Alger rencontre celle du Maroc. C'est la réhabilitation de leur équipe, rajeunie pour la circonstance, qu'espéraient tous les Algérois qui avaient encore présent la mémoire les derniers exploits du team chérifien. Jusque-là, le football tenu très loin de la politique dans le Maghreb, le premier championnat triangulaire africain se joue en 1919 entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Des membres des ligues de football nord-africaines attelés à la Fédération française de football association de l'époque. La colonisation et l'assimilation étaient bien en marche dans le football que dans la politique, l'économie et la culture. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Dans ce chapitre football, le Cameroun mène à la marque dans le cadre du match amical qui l'oppose au Nigeria. Ce match se joue en Autriche. Alors qu'on est à la mi-temps, c'est André-Franck Zambo Anguissa qui a inscrit le premier but à la 37e minute face aux Super Eagles du Nigeria. Un match amical dont la deuxième manche est attendue. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Rotou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Loin du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, loin de Japoma, loin de Kwekon, loin de Rumdeadia, les Lions indomptables jouent en Autriche. C'est le lieu qui a été choisi pour ce match amical face aux Super Eagles du Nigeria. Et vous l'avez vu, le Cameroun mène au score 1-0, but inscrit à la 37e minute par Zambo Anguissa, et d'aucuns s'interrogent sur les raisons pour lesquelles c'est en Autriche qu'ils ont choisi d'organiser ce match amical alors que les Camerounais auraient bien aimé participer en tant que spectateur à une telle rencontre. Voilà. Madame, monsieur, c'est l'essentiel et qui nous sort deuxième partie. Bon week-end à vous, Cédric. Je vous souhaite un agréable week-end, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Voilà. Madame, monsieur, dans un instant, la suite et qui nous sort.
Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Prince Joël Mokage, Maître Achille Lejo, Charles Ndikam et Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, les Lions mènent au score, un but.